Kenya, les cours ont repris lundi à l'université de Garissa. Mais sur la soixantaine d'étudiants attendus, seulement une vingtaine étaient présentes. En Centrafrique, Martin Ziguélé, l'un des principaux candidats à la présidentielle, dénonce un manque de transparence dans la publication des résultats. Il exige le recomptage manuel des votes. Et puis au Pakistan, la première session du dialogue quadripartite s'est ouverte ce lundi. Les assises visent à relancer le processus de paix afghan. La sécurité avait été renforcée avec l'installation d'un poste de police au sein du campus et la future construction d'une clôture autour. L'université de Garissa, qui accueillait environ 800 étudiants, lorsqu'elle avait été attaquée en avril par un commando islamiste Shebab, avait formellement rouvert le 4 janvier. Mais lundi, à la reprise des cours, sur la soixantaine d'étudiants inscrits, seule une vingtaine s'est présentée à l'université. Nous avons actuellement un poste de police dans l'université et un mur d'enceinte a été construit tout autour. La mosquée qui était ouverte aux étrangers est aujourd'hui fermée aux étrangers. Elle est désormais destinée uniquement aux personnes qui travaillent dans l'université. Aux portes, il y a des contrôles très minutieux de ceux qui entrent et sortent. Et cela nous assure des mesures très rigoureuses pour la sécurité. La plupart des étudiants ayant survécu au massacre ont été transférés dans d'autres établissements. Et malgré les mesures de sécurité, ceux ayant repris les cours lundi étaient majoritairement originaires de la localité de Garissa, à 365 km de la capitale Nairobi et 150 km de la frontière somalienne. Nous ne pouvons pas arrêter d'étudier à cause de ce qui s'est passé. Nous ne voulons pas montrer que la terreur nous a vaincus. Nous devons montrer que nous pouvons aller de l'avant et ils ne nous pousseront pas à partir. Nous sommes forts et nous incitons les autres à venir à Garissa. Jeudi dernier, des survivants du massacre ont témoigné de l'horreur des tueries lors du procès de 5 hommes accusés d'être liés à cette attaque. L'essentiel des victimes étaient des étudiants résidant sur le campus. Il faut dire que les islamistes somaliens Shebab avaient revendiqué cette attaque, la plus meurtrière au Kenya depuis l'attentat commis en 1998 par Al-Qaïda contre l'ambassade américaine de Nairobi qui avait fait 213 morts. Le mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC, le parti de Martin Ziguélé, arrivé 4e au premier tour de la présidentielle en Centrafrique, va déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Il exige le recomptage manuel des bulletins des candidats et un audit de la chaîne de collecte et de traitement des données électorales. Le parti de Ziguélé accuse l'autorité nationale des élections d'avoir violé le code électoral en publiant des résultats globaux mélangeant tous les jours différentes préfectures à des taux divers de dépouillement, rendant impossible tout suivi et tout contrôle. Le MLPC relève en outre une chute brutale et non justifiée à ce jour du nombre de votants entre les résultats partiels du 6 janvier et les résultats complets annoncés le lendemain, avec environ 230 000 voix non comptabilisées et donc non affectées aux candidats. Déjà la semaine dernière, 2 tiers des candidats avaient dénoncé des fraudes et réclamé l'arrêt des opérations électorales, une requête qui n'a pas prospéré. Martin Ziguélé, considéré au départ comme l'un des poids lourds de l'élection, n'a finalement récolté que 10,8% des votes, derrière Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, qui devraient s'affronter au second tour, prévu le 31 janvier prochain. Je viens de déposer mon dossier à la candidature de l'élection présidentielle du 28 février 2016. Par cette candidature, je veux m'engager. En liaison avec tout le peuple béninois, toute la jeunesse béninoise, à promouvoir une bonne gouvernance républicaine. Je sais que
La jeunesse attend beaucoup. Cette jeunesse-là, il faut lui donner espoir. Il faut donner aussi espoir à tous nos compatriotes qui se sentent écartés, qui se sentent marginalisés et qui croupissent dans la misère. Je souhaite que tous les acteurs politiques de mon pays puissent se mettre ensemble pour que ces élections soient des élections crédibles, des élections apaisées, des élections transparentes qui ne souffriront pas de contestation. Première sortie officielle de l'ULD. Créée pour représenter la commune de Soava au plan politique, l'Union pour la libération et la démocratie devient ainsi membre actif du regroupement politique de l'honorable Valentin Aditi-Khouri. Une occasion pour ce dernier de confirmer le candidat de son choix pour la présidentielle, candidat qui n'est autre que l'homme de Djefa. Le candidat Sébastien Agabo, qui pour nous est le seul capable de nous sortir de l'ornière. Le candidat Sébastien Agabon, au moins lui, nous le connaissons. Il est resté parmi nous. Il connaît nos souffrances. Le candidat Sébastien Agabon, pour nous, il est exceptionnel. Exceptionnel en ce sens que, tout au moins lui, Sébastien Agabon, il est resté à l'écart du système Yahi. Adhérant à la même vision que l'AND, le jeune mouvement qui vient de naître a martelé son soutien au choix opéré par l'AND pour les prochaines échéances. Nous militerons à vos côtés et vos choix seront les nôtres. Nous en profitons pour vous féliciter de vos choix sur ce potentiel candidat. Je veux nommer le grand homme Sébastien Gervais Agabon. Nous ferons de lui l'unique choix de toutes les femmes jusqu'au dernier ménage de notre commune. Ensemble, les membres de l'Union pour la libération et la démocratie et ceux de l'Alliance nationale pour la démocratie s'engagent à œuvrer pour conduire le candidat Sébastien Agabon à la Marina à l'issue de la présidentielle du 28 février. Affaibli par le départ de Bédi Caïd Essebsi, premier président démocratiquement élu de Tunisie, le parti Midatounès est miné depuis des mois par une bataille de succession opposant principalement son secrétaire général démissionnaire Mohsen Marzouk et le fils du chef de l'État Hafed Caïd Essebsi. Après son départ du parti, Mohsen Marzouk, le secrétaire général démissionnaire, a annoncé dimanche à Tunis le lancement en mars prochain d'un nouveau parti. Il n'y a aucune possibilité pour continuer notre projet moderne avec ce groupe. Nous annonçons le lancement prochain d'un parti démocratique et populaire, un parti fort et moderne. Son premier défi sera la victoire aux élections municipales. Le lancement officiel de ce parti, qui sera ouvert à toutes les forces nationales et qui fait une séparation entre la religion et la politique, est prévu le 2 mars prochain. L'animosité entre les clans Marzouk et Caïd Essebsi est montée d'un cran fin octobre dernier, avec des accusations de violence lors d'une réunion du bureau exécutif du parti. Midatounès est une formation hétéroclite, née en 2012 et composée aussi bien de personnalités de gauche et de centre droit que d'anciens dignitaires du régime de Zine El Abdine Ben Ali. Cette manifestation est organisée pour soutenir les professeurs stagiaires dans leurs revendications légitimes et aussi pour dénoncer ce qu'ils ont subi dans plusieurs centres de formation à travers le pays et surtout dans la ville d'Inesgan où une intervention des forces de l'ordre a fait de nombreux blessés. Pour ce qui concerne notre Conseil national,
Notre coordination nationale, nous n'avons entamé aucun dialogue officiel, mais nous sommes en contact avec des groupes parlementaires susceptibles de soutenir notre cause. Nous continuons notre combat pour faire pression sur le gouvernement. Nos demandes sont légitimes et à caractère social. Aucun parti politique ne nous soutient. Nous sommes indépendants. Nous avons uniquement le soutien de tous les Marocains, des syndicats, des associations des droits de l'homme et aussi de certains partis politiques. Le Parti populaire de Mariano Rajoy a remporté le scrutin avec seulement 28% des suffrages, rendant très difficile la constitution d'un gouvernement sans le soutien d'autres partis qui pour l'instant s'y refusent. Le chef du gouvernement conservateur sortant s'est exprimé alors que le sommet de l'État en Espagne pourrait être fragilisé par la situation d'incertitude générée par les élections législatives du 20 décembre. Le gouvernement ne laissera pas passer un seul acte qui suppose de porter atteinte à l'unité et à la souveraineté, qui va à l'encontre de la loi et des décisions des tribunaux. Élu président de la Catalogne, l'indépendantiste Carles Puigdemont a salué son investiture dimanche soir. Il a promis de mener vers l'indépendance de l'Espagne en 2017. Maintenant, si vous me faites confiance, c'est probablement une question de temps, plus que jamais, puisque nous vivons un moment unique et qui requiert une gouvernance unique, exigeant beaucoup de travail, et je promets de beaucoup travailler. J'exige, comme le parti de Mas l'a fait avec ses collaborateurs, que les gens qui m'accompagnent dans cette aventure travaillent d'arrache-pied. Et je suis sûr que grâce à vous, nous y arriverons. C'est maintenant la dernière étape du processus vers l'indépendance qui a commencé il y a quelques années avec des manifestations massives et une réponse démocratique des citoyens. C'est sans doute l'étape la plus incertaine et la plus complexe de tout le processus que nous avons mené avec succès jusqu'ici. Nous parviendrons à une réussite, mais nous avons besoin de tout le monde. Carles Puigdemont devra former dans les jours qui viennent son cabinet, alors qu'à Madrid, pendant ce temps, Mariano Rajoy se bat encore pour trouver des soutiens, acceptant son maintien au pouvoir. La Catalogne, 7,5 millions d'habitants, vit depuis les années 2010 une fièvre séparatiste de plus en plus aiguë, alimentée par des relations très tendues avec Madrid et la crise. Aucun représentant des insurgés islamistes n'était attendu à la rencontre de ce lundi et on ignore quand ils seront prêts à reprendre les pourparlers. Il est revenu à Sarraj Aziz, conseiller du Premier ministre pakistanais pour les affaires étrangères, d'ouvrir la réunion. La première et la plus importante des tâches du groupe est de définir la direction globale du processus de réconciliation avec ses objectifs afin de créer un environnement propice au pourparlers direct entre le gouvernement afghan et les troupes talibans. L'objectif primaire du processus de réconciliation est de créer les conditions pour mener les groupes talibans à la table des négociations et leur donner des motivations qui peuvent les persuader de s'éloigner de l'usage de la violence comme outil de la poursuite de leurs objectifs politiques. Il est par conséquent important que les conditions préalables ne soient pas attachées au début du processus de négociation, car ce serait contre-productif. Ces pourparlers portent sur une feuille de route qui doit établir les bases nécessaires à un dialogue entre Kaboul et les talibans dont l'insurrection meurtrière bat son plein, plus de 14 ans après qu'ils ont été chassés du pouvoir. Des observateurs espèrent que la présence de la Chine et des États-Unis aidera à surmonter la méfiance rayant entre l'Afghanistan et le Pakistan, considérés comme la seule puissance à pouvoir ramener les talibans à la table des négociations avec le gouvernement de Kaboul. Le Pakistan était l'un des 3 seuls pays à avoir reconnu le régime des talibans entre 1996 et 2001, et Kaboul accuse son voisin de parrainer les insurgés, notamment en leur fournissant des sanctuaires.